Le sauveur dans le triangle de Cartman. Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, nous avons appris pas mal de choses au sujet du triangle de Cartman et sur les trois différents rôles qui existent dans ce triangle, à savoir le sauveur, la victime et le bourreau. Ce qui nous intéresse particulièrement dans ce modèle, c'est qu'il nous aide à comprendre près de 90% des conflits relationnels et en conséquence de comprendre qu'inconsciemment, nous générons énormément de stress, d'anxiété en gardant ce type de comportement. Pour aujourd'hui, nous allons aborder avec beaucoup plus de détails celui du sauveur, à savoir quels sont ses mécanismes inconscients, comment ce comportement a été probablement induit dans son enfance, quelles sont les dérives de ce type de comportement, et pour ceux qui seraient en capacité de se reconnaître dans ce modèle, quelles sont les étapes pour en sortir de manière définitive. Mais avant cela, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais me présenter. Je suis Mathieu Gourmet, fondateur d'Herméveil, et j'accompagne exclusivement les personnes qui souffrent d'anxiété, de stress et d'angoisse, que ce soit par rapport à des traumatismes ou des schémas de pensée toxiques. J'ai d'ailleurs mis en ligne une formation spécifiquement pour installer une routine quotidienne qui permet soit de renforcer votre résistance au stress, soit de diminuer l'impact de ce que beaucoup malheureusement de personnes ressentent aujourd'hui, à savoir des difficultés proches du burn-out, des crises d'angoisse et tout ce genre de choses qui peut être parfaitement contrôlé grâce à un travail, à un entraînement, un peu comme de la musculation. Tout ce que je propose là, c'est en dessous. D'ailleurs, je vous propose également un lien gratuit sur des astuces pour pouvoir gérer votre anxiété sociale. Voilà. Nous allons maintenant aborder en détail qui est finalement ce sauveur. Alors, le sauveur est dans l'image sociétale. Quand on présente pour la première fois le triangle de Karpman à quelqu'un, le premier réflexe est de considérer le rôle du sauveur comme tout à fait enviable. Imaginez ce héros, ce beau chevalier qui arrive au secours de la princesse. En effet, dans notre société, nous valorisons le comportement du sauveur. Aujourd'hui, il n'existe aucun film de qualité sans un sauveur qui sauve une victime face à un danger ou un bourreau. Et depuis notre plus jeune âge, nous rêvons tous d'être policiers, pompiers, infirmières ou encore cosmonautes. Ce sont les fameux héros du monde moderne. Au travers des histoires que l'on nous raconte ou des dessins animés que l'on regarde, le sauveur est toujours le gagnant, devenant ce héros magnifique aux yeux de la dite victime. Il faut dire que cela flatte particulièrement l'ego du sauveur. Donc, quand on cherche à valider l'attention en société, le sauveur est une place de choix. De plus, nous invitons également souvent nos enfants, et surtout les aînés d'une famille, à être gentils. La fameuse phrase « sois gentil ». Fais l'effort d'être gentil, même si les autres ne le sont pas. Alors même si la galanterie ou donner un coup de main à son prochain est une très bonne chose pour que nous vivons en société, rappelons qu'on a vu dans la vidéo précédente que le sauveur a une faible estime de lui-même et qu'une personne en face de lui peut lui sembler avoir plus de valeur que la sienne. Dans ce cas, le fait de devenir son sauveur permet d'inverser le jeu de pouvoir dans cette relation, du moins dans la perception inconsciente du sauveur. Ainsi, le sauveur transforme sa victime en faire-valoir. Le hic dans tout ça, c'est qu'il lui faut une victime pour valider son rôle de sauveur. Et bien souvent, d'un bourreau où il pourra à son tour devenir le bourreau de celui-ci, si vous voyez le ridicule de la situation. À présent, nous allons aborder les dérives de ce comportement et à quel point elle peut être générateur de stress et d'anxiété. Bien que le sauveur soit une personne gentille, toujours prête à donner un coup de main, voire faire bien plus, c'est également une personne qui peut être très facilement manipulée. Il suffit d'avoir un patron ou un proche qui se positionne en victime pour que le sauveur ne s'empêche de dire non. Le fameux s'il te plaît, j'ai besoin d'un coup de main devient un déclencheur inconscient où le sauveur ne sait pas dire non. Il existe de nombreux livres et de formations pour vous apprendre à dire non. Ces fameuses trois lettres que le sauveur n'arrive pas à sortir de sa gorge parce qu'il n'a pas encore compris qu'il était piégé par son propre comportement inconscient. En conséquence, je vous fais déjà l'économie de toutes ces lectures et formations pour comprendre d'où vient cette problématique. Et en plus, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un exercice pour apprendre à être en capacité de dire ce fameux non. C'est cadeau. Revenons maintenant à notre sauveur.
Le sauveur se donne le rôle d'aider les autres, même si on ne lui a rien demandé. Cela peut aller jusqu'à faire à la place de l'autre, un peu comme une maman qui s'occuperait de son enfant. Le sauveur peut même donner des conseils alors qu'il n'en a pas demandé. Il lui arrive aussi de prendre toute la place dans l'interaction sociale par les services qu'il essaye d'apporter. D'ailleurs, il n'aime pas trop la concurrence. Si un autre sauveur dans le groupe ou une personne suffisamment extravertie occupe l'espace du groupe, cela peut générer en lui du mal-être, vu qu'il n'a plus la reconnaissance d'être le sauveur dans ce groupe. Autre particularité du sauveur est qu'il peut même imaginer de nouveaux problèmes pour rapidement leur apporter une solution. Malheureusement, dans ses attitudes, il peut donner le sentiment à la victime qu'elle n'est pas capable de faire sans lui, créant un sentiment de dépendance. Les personnes peuvent se sentir étouffées par ce type de comportement, car même si le sauveur pense être juste, quand il va trop loin, il peut être considéré comme un bourreau, comme quoi il n'y a qu'un pas entre les différents rôles. De plus, il considère, inconsciemment, que la victime lui doit une sorte de dette pour tout ce qu'il a fait pour elle. Le sauveur, finalement, a besoin de se nourrir dans ce type d'interaction, puisque c'est ainsi qu'il peut compenser sa blessure de rejet ou d'abandon. Le sauveur se nourrit par la reconnaissance des aides qu'il apporte et les conseils qu'il donne. Tout cela pour avoir une meilleure estime de lui-même. Et sans un minimum de contrôle de ce type de comportement, eh bien le sauveur en veut toujours plus et devient de plus en plus étouffant vis-à-vis des autres sans s'en rendre compte naturellement. À noter également, dans ce comportement inconscient du sauveur, quand il s'occupe des problèmes des autres, eh bien, il oublie totalement les siens. Et c'est souvent une stratégie d'évitement pour ne pas s'occuper de ses propres problèmes. Et bien sûr, le sauveur a ce travers inconscient de considérer qu'il va se rendre indispensable. En effet, il a besoin de se savoir indispensable pour restaurer une faible estime personnelle. Que se passe-t-il quand la victime remet en cause la position du sauveur? Quand ce sauveur devient trop envahissant, que ce soit par son aide ou ses conseils? Eh bien, il existe le plus souvent deux schémas dans ce type de situation. La première est quand la victime tente de signifier au sauveur que son action ne l'aide pas vraiment. Eh bien, dans ce cas, le sauveur se retrouve avec deux options. La première option pour le sauveur est de chercher à diminuer sa victime. Il devient alors un bourreau, du moins en attendant que la victime veut bien retourner à sa place de victime. Est-ce que toute la littérature sur les pervers narcissiques ne ferait pas écho en vous? Avec des phrases du type «Vu comment tu es doué» ou autres phrases impliquant que la victime ne peut pas s'en sortir sans le dit sauveur. Après tout ce que j'ai fait pour toi, essayant de réveiller chez la victime de la culpabilité où le sauveur prend son nouveau rôle de bourreau. Vous avez déjà entendu cette phrase, n'est-ce pas? J'ai dit juste avant qu'il existait deux schémas types au niveau de la réponse de la victime face à l'aide ou au conseil donné par le sauveur. Et bien, ce deuxième schéma est tout simplement quand la victime n'écoute pas le sauveur ou n'applique pas ses conseils. Dans ce cas, bien souvent, le sauveur devient un bourreau pour pouvoir être entendu et reconnu dans l'aide qu'il apporte, mais aussi et surtout pour mettre en évidence l'ingratitude de la victime à ne pas prendre en compte ou tout simplement ne pas écouter ses précieux conseils. Les fameuses phrases «de toute façon tu n'écoutes rien» ou encore «tu n'en fais qu'à ta tête» et tous leurs dérivés sont envoyés à la victime sur un ton qu'on peut clairement qualifier d'autoritaire. Cela ramène des souvenirs, j'imagine, en vous. Alors jusque-là, nous avons vu ce qu'il se passe quand c'est la victime qui remet en question le positionnement du sauveur. Maintenant, nous allons aborder quand, par la fatigue, ou quand le sauveur comprend que sa stratégie finalement ne le nourrit pas suffisamment et qui prend donc la décision de quitter son rôle. Quand le sauveur s'aperçoit que la dite victime n'est pas attentive à l'aide qu'il apporte, ou même aux conseils qu'il donne, dis donc, je lui donne un conseil et il ne m'écoute même pas. Alors souvent le sauveur se transforme en bourreau. Vous pouvez observer les personnes autour de vous, voire vous-même. Cela arrive très souvent. Bien qu'il y ait souvent ce type de démission chez le sauveur, et qui est souvent que temporaire, il existe aussi de manière bien plus brutale et définitive pour le sauveur de quitter son rôle. Imaginez cette maman qui a passé toute sa vie à s'occuper de ses enfants et de son mari. Elle a oublié tous ses besoins personnels
pour vivre dans ce rôle de sauveur. Vivre dans le sacrifice d'elle-même au service des autres. Une image bien appréciée dans notre société. Et c'est un rôle très fatigant et au passage très anxiogène. Et bien souvent, ce rôle est très ingrat pour le sauveur lui-même. Alors il peut arriver le moment où l'on craque et que l'on quitte tout. Je suis sûr que dans votre entourage ou votre famille, cette situation a déjà existé. Et bien souvent, pour les personnes de l'entourage du sauveur, il va exister deux nouveaux clans. Ceux qui considèrent que le sauveur était en fait une victime pendant tout ce temps, et ceux qui considèrent que son comportement est devenu celui d'un bourreau. Alors même si dans une seule vidéo, je ne peux vous présenter tous les schémas que peut prendre un sauveur, vous en avez suffisamment pour découvrir en vous et autour de vous qui emploie ce rôle de sauveur. Et maintenant, nous allons voir ensemble comment nous pouvons faire pour quitter ce type de comportement, du moins suffisamment, pour éviter de vivre dans ces situations conflictuelles qui sont finalement génératrices de stress et d'anxiété. Alors comme dans la précédente vidéo, la première étape est de prendre conscience chez les autres. C'est toujours plus facile de voir le nez chez les autres que chez nous-mêmes. Et pour un comportement inconscient, c'est beaucoup plus facile de repérer des schémas inconscients chez les autres dans un premier temps. Une fois que vous aurez compris ce type de schéma chez les autres, il sera beaucoup plus facile de les observer chez vous. Où nous arrivons à la deuxième étape. Prendre conscience chez soi à quel moment nous avons pris ce rôle de sauveur et à quel point ça a pu être problématique pour nous. Une fois que nous avons suivi les deux premières étapes, la troisième étape, pour savoir comment sortir, eh bien, déjà, il faut bien comprendre que vous êtes dans un comportement et que vous n'êtes pas attentif à l'autre. Si vous appreniez simplement à être attentif à l'autre, au lieu d'être dans vos mécanismes inconscients, ce serait déjà plus simple. On va déjà revenir par étapes pour que ce soit plus accessible pour vous. Déjà, en tant que sauveur, il faut se donner des règles pour éviter d'aller trop loin dans ce côté de don, d'aide qu'on apporte aux autres. Alors, on peut apporter de l'aide à quelqu'un qu'à deux conditions. La première, avec son accord. La deuxième, à sa demande et uniquement en ce qui concerne sa demande. Ensuite, quand j'offre mon aide, je dois bien comprendre qu'il n'y a pas de dette. Il faut absolument que j'arrête de me nourrir à travers les aides que je donne aux autres. C'est un don inconditionnel. En bonus, je vous propose un exercice de visualisation, à savoir qu'il est extrêmement simple. Mais pour qu'il soit efficace, il faut le tester. Donc je vais commencer. À partir du moment que vous avez repéré dans vos schémas les réactions, au moment où vous n'avez pas su dire non, au moment où vous avez été trop vite, trop d'empressement pour donner un coup de main et vous vous êtes senti coincé dans ce rôle de sauveur, revisualisez le début de la scène, là où vous avez basculé dans le système de sauveur. Une fois que vous avez bien repéré à quel moment vous avez basculé, je vous invite à 3 reprises derrière à visualiser une autre façon de faire. Pour la personne qui ne sait pas dire non, à tout simplement dire non à 3 reprises. Je ferme les yeux, je visualise la scène et derrière, non, non et non. Par-delà le ridicule apparent de cet exercice, si vous le faites, vous allez créer une fenêtre de tir dans votre inconscient. Et la prochaine fois que vous allez vous retrouver dans ce même mécanisme, il va y avoir un temps d'arrêt dans votre mécanisme inconscient qui va vous signifier est-ce que là c'est aussi non ou est-ce qu'on se garde l'ancien modèle. Je vous invite vraiment à essayer cet exercice pour vous rendre compte de sa puissance. Pour aujourd'hui, cette vidéo est terminée. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que par la suite, je proposerai d'autres vidéos dans le même thème. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire et j'aurai plaisir à y répondre. Naturellement, liker cette vidéo fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.